Tous à ce tout premier forum qui se tient dans le cadre de la consultation publique organisée par l'Office de consultation publique de Montréal sur le projet de plan de développement de Montréal présenté par la Ville. Je m'appelle Louise Roy, je suis présidente de l'Office de consultation publique. Permettez-moi d'entrée de jeu de vous présenter mes collègues qui sont membres de la commission de l'Office sur ce mandat. Jean Burton est biologiste. Il possède une vaste expérience dans le domaine de l'environnement et du développement durable et il assumera la présidence de la commission. Alain Duhamel a fait une longue carrière comme journaliste dans le domaine, en particulier comme il dit, de journalisme de référence, et il est toujours actif en journalisme. Il est détenteur d'un baccalauréat en sciences politiques de l'Université d'Ottawa et diplômé en communication de l'Université Saint-Paul. Madame Saint-Mars va avoir quelques minutes de retard. Irène Saint-Mars complète l'équipe. Elle est architecte du paysage. Elle a assumé le poste de vice-rectrice aux études de l'Université de Montréal et de doyenne de la Faculté d'aménagement pendant 6 ans. Alors, la première phase de la consultation, celle qui est réservée à l'information et aux échanges, a débuté hier par une présentation de la direction de la Ville des grandes lignes de leur proposition de plan de développement pour Montréal. Aujourd'hui, nous entreprenons donc le premier de 4 forums thématiques qui se dérouleront aujourd'hui, donc le 4, le 5, le 6 juin et le 12 juin. Dans chacun de ces forums, plusieurs conférenciers et des personnes de ressources, spécialistes ou acteurs de divers milieux viendront faire part de leurs réflexions sur le plan proposé, les cibles et les stratégies à mettre de l'avant durant les prochaines décennies pour favoriser l'avenir de Montréal. À l'occasion des périodes réservées aux échanges, vous êtes invités à poser des questions, à faire part de commentaires sur ce que devraient être les orientations, les stratégies, les cibles à mettre de l'avant. Alors, le forum d'aujourd'hui aborde la question du leadership de Montréal comme métropole et celle du financement du plan de développement. Nous l'avons mentionné hier, pour une seconde fois dans son histoire, l'OCPM diffuse sur le web en direct tous les événements de la consultation publique. J'en profite pour saluer les Montréalais et les Montréalaises qui ont fait le choix de suivre le forum d'aujourd'hui sur Internet. Hier, plus d'une centaine, les chiffres qu'on a, là, ils sont encore partiels, mais plus d'une centaine de personnes ont suivi sur le web la présentation de la Ville et les échanges qui ont suivi. Alors, si vous êtes intéressé à utiliser ces moyens-là pour vous informer ou pour communiquer vos impressions, vos commentaires, vous pouvez le faire via la page Facebook de l'Office ou encore en utilisant le mot clic, carré, PDM sur Twitter. Pour les participants dans la salle, n'hésitez pas à consulter le personnel de l'Office qui est responsable de l'animation de notre communauté web. Ils sont perchés là-bas. Là. Ils vont vous dire comment faire sur place pour vous brancher si vous le souhaitez. La consultation marque également le lancement d'un outil participatif unique en son genre, la plateforme web de cartographie 3D appelée UC-City. Tant qu'on ne l'a pas vu écrit, on ne sait pas peut-être ce que ça veut dire, mais ça veut dire « vous dites la ville ». Et je vous invite d'ailleurs à aller la parcourir et l'expérimenter si vous le souhaitez. Alors, je vous rappelle aussi que les web-diffusions des forums, le questionnaire qui est sur le web et la plateforme 3D vont rester à la disposition du public tout l'été, jusqu'en septembre prochain, au moment de la tenue de la deuxième phase de la consultation. Cette phase sera l'occasion de présenter devant la commission vos commentaires ou vos propositions sous forme de mémoire ou de présentation orale à compter du 4 septembre. Comme nous le savons, le rôle d'une métropole se définit par sa capacité à se démarquer et à occuper une position de chef de file dans les sphères économiques, culturelles, environnementales, sociales, politiques et de gouvernance. La reconnaissance de Montréal comme ville leader et métropole passe aussi par son positionnement stratégique et privilégié à différentes échelles, régionales, québécoises, canadiennes et internationales. Bien qu'il soit possible d'identifier des lacunes à combler ou des problèmes structurels importants dans notre ville, et on pense aux infrastructures qui sont en mauvaise condition, à la question de l'abordabilité des logements, aux problèmes de congestion, je vous suggère, pour s'amuser un peu, mais aussi par intérêt, de constater quelques-unes des forces et quelques-uns des atouts de Montréal en parcourant les index internationaux.
On est bien conscient que ces exercices-là ont des lacunes, mais à la fois, ça reste intéressant de savoir où est-ce qu'on se positionne. Alors, je vous en mentionne quelques-uns. J'en ai plusieurs, là, mais on pourrait y revenir éventuellement. Au niveau économique, en 2012, Montréal est arrivé au 22e rang du palmarès des 60 villes les plus compétitives sur le plan économique au monde. Et ça, c'est The Economist. Cette année, Montréal occupe le 16e rang des centres financiers les plus compétitifs à l'échelle de la planète, suivant de près Vancouver, qui arrive au 15e rang. Montréal figure parmi les 10 villes à visiter, selon le guide Best in Travel 2013, publié par Lonely Planet. Et ça, c'est intéressant parce que c'est la seule ville canadienne sur la liste et une des 2 villes en Amérique du Nord. Au niveau de l'enseignement supérieur, l'année dernière, Montréal s'est classé au 10e rang sur 50 parmi les villes universitaires du monde, 2e en Amérique du Nord et 1re au Canada, selon la firme QS Best Student Cities 2012. Au niveau culturel, Montréal se classait dans le top 10 des villes les plus branchées, au sens trendy, de la planète, selon le New York Times. En 2011, Montréal s'est classé au 1er rang canadien et au 3e rang nord-américain des villes ayant la plus importante concentration d'entreprises associées à l'industrie de la musique, après Nashville et Los Angeles. Au niveau environnemental, cette année, notre ville occupe le 11e rang des villes les plus cyclables, donc les plus sympathiques et ouvertes au vélo, selon l'index Copenhagen Nice. Ça ressemble à ça, 2013. Au niveau de la qualité et de la convivialité, Montréal a pris le 23e rang parmi les villes avec la meilleure qualité de vie dans le monde. Elle se trouve toutefois loin derrière Vancouver, 5e rang, Ottawa, 14e rang, Toronto, 15e rang, selon la firme de services de conseil Mercer Quality of Living Survey. Bon, alors, et j'en aurai quelques autres. Ces données sur le positionnement de Montréal à l'échelle nord-américaine ou à l'échelle mondiale peuvent être stimulantes. On peut questionner certaines d'entre elles, mais elles démontrent, prises globalement, que notre métropole peut se positionner relativement bien à l'échelle internationale. Ajoutons à cela que Montréal est la principale fenêtre du Québec sur le monde et le point d'ancrage de la plupart des grappes industrielles qui forment l'ossature économique du Québec. Alors, on possède des atouts, mais on a aussi des fragilités. Et l'exercice que nous faisons ensemble a pour but de voir effectivement, à partir de la proposition faite par la Ville de Montréal, comment on peut mettre en valeur ces outils pour assurer la qualité de vie et le développement de Montréal et comment aussi on peut s'attaquer aux fragilités. Alors, sans plus tarder, je voudrais vous présenter notre thématique d'aujourd'hui qu'on a classée sous le titre « Quel type de leadership doit-on développer à Montréal et sur quel domaine d'activité doit-on miser pour bâtir ce leadership ou encore le confirmer ?» Monsieur Marcel Côté sera notre premier conférencier. Il est associé fondateur chez Sécor. Il va mettre la table en nous parlant des grands axes d'intervention souhaitables pour la ville. Par la suite, nos panélistes aborderont aussi la même question et je vous les présenterai après la pause au moment où le panel viendra s'installer devant vous. J'invite maintenant M. Marcel Côté à me remplacer ici au lutrin. Bonjour. D'abord, je dois dire que je suis très honoré d'être le premier, d'être le conférencier d'ouverture pour cette première journée thématique. Moi qui ai écrit au fil des ans beaucoup sur Montréal, c'est un peu une certaine reconnaissance parmi les pairs, c'est-à-dire les gens qui s'occupent de Montréal. Alors d'être choisi comme panéliste d'ouverture, c'est un honneur et je vous en remercie, madame. Mes propos ne voudront pas nécessairement une critique du plan, mais plutôt faire le fruit de réflexion que l'analyse du projet qui a été soumis par la Ville a suscité chez moi et qui s'inscrivent dans la foulée des travaux ou des analyses du groupe de travail que j'ai co-présidé en 2008-2009 avec Claude Séguin et qui incluait Diane Willemie, André Boisclair, André Delisle et Gilles Godbout sur les enjeux de gouvernance et de fiscalité de Montréal. J'ai aussi participé à l'élaboration du plan de développement économique de la communauté métropolitaine de Montréal vers 2010-2011 et je n'ai pu m'empêcher d'y puiser matière à réflexion.
Comme métropole urbaine, Montréal peut et doit façonner son futur. J'ai donc intitulé ma conférence « Le leadership de Montréal, la métropole, les grands axes d'intervention de la ville pour les prochaines décennies », un titre que m'a suggéré, en fait, la documentation de l'Office et que j'ai fait mien. Les propos d'aujourd'hui seront structurés autour de 6 thèmes. La nature d'un plan de développement, la vision de notre ville, le rôle spécifique de la ville au cœur de la région métropolitaine, rôle qui est un peu ausculté dans le plan de développement, l'économie de Montréal, nos problèmes de gouvernance, bien connus, et enfin, le rôle de ce plan de développement pour encadrer les décisions de la ville. Commençons par ce qui nous amène aujourd'hui, qui est qu'est-ce qu'un plan de développement? Essentiellement, le document, et des extraits de l'introduction du document qui nous a été soumis nous en rappellent certains aspects. Mais un tel plan, qu'on appelle communément dans l'entreprise un plan stratégique, propose d'abord une vision d'un devenir possible et voulu par les parties prenantes. L'ambition d'une ville, et l'ambition, c'est bien ça, se reflète donc dans cette vision qui intègre les volets économiques, sociaux, culturels, et qui reflète aussi les atouts et les moyens dont elle dispose. De la vision découlent des orientations et qui en articulent la réalisation et qui, collectivement, deviennent une stratégie établissant des priorités autour desquelles, consensuellement, les principaux acteurs pourront se mobiliser. Et c'est important d'être capable de déceler d'un plan les priorités, les choix qui ont été faits et les choix c'est-à-dire les options qui n'ont pas été retenues dans ces choix-là. D'emblée, cette conception d'un plan de développement m'amène à souhaiter un élargissement significatif du périmètre implicite du projet du plan à l'étude, au-delà des considérations d'aménagement qu'il domine, en particulier les priorités de développement économique, social et culturel qu'impose la stratégie devraient être articulées plus explicitement et refléter de véritables choix pour Montréal. D'abord, parlons de notre ambition. Quelle est notre ambition pour Montréal? Alors, j'ai mis sur la diapo toute une série de mots. Ville nord-américaine, ville francophone, paradoxalement ville bilingue, autant par son statut de ville nord-américaine que par la présence depuis 250 ans d'une importante communauté anglophone, plus du quart de sa population aujourd'hui. Ville d'immigration, avec plus de 23 % de sa population née à l'extérieur du Canada, ville créative, ville universitaire, ville structurée autour d'un centre-ville fort, un des centres-villes les plus forts d'Amérique du Nord, entre le Mont-Royal et le fleuve, deux grands éléments géographiques structurants, ville sécuritaire, ville d'extérieur, malgré son caractère nordique, ville de quartier, offrant une très grande diversité de milieux de vie. C'est une ville fonctionnellement intégrée aussi, autre aspect important, où habitation, institutions, lieux de travail, lieux de commerce et lieux de loisirs se côtoient relativement fortement. Même au centre-ville, où on trouve près de 60 % de l'espace de bureaux de la région, un des taux encore les plus élevés en Amérique du Nord. Nous sommes aussi une ville de solidarité qui se préoccupe des moins favorisés parmi ses citoyens et qui veut assurer l'accessibilité à ses services publics. Toutes ces facettes de la même ville, elles sont dans notre Montréal d'aujourd'hui. Elles sont aussi probablement dans le Montréal de demain que la plupart des gens de Montréal veulent conserver. En somme, cette vision, le Montréal d'aujourd'hui, est aussi une vision que l'on veut renforcer. Son économie, déjà relativement diversifiée, un aspect important de Montréal, doit aussi devenir plus forte. En fait, dynamiser structurellement l'économie de Montréal est probablement le principal défi du plan stratégique de Montréal. Entre 1950 et 2000, Montréal a été lente à adapter sa base économique, toujours associée au secteur manufacturier traditionnel qui avait présidé au développement de Montréal au 19e siècle et dans la première moitié du 20e siècle. Elle a été lente à la réorienter vers des secteurs plus porteurs. De plus, l'économie montréalaise a grandement souffert de l'hémorragie des sièges sociaux,
dans la foulée du réveil nationaliste, conjugué avec le dynamisme de Toronto. L'économie de Montréal n'est plus la locomotive du Québec. En fait, Montréal se retrouve aujourd'hui avec un taux de chômage de 8 % alors que ce taux est de 7,6 % dans le reste du Québec. Une inversion très anormale pour une grande ville et qui témoigne des carences encore significatives de la base économique de Montréal. Et Mario Polaise, qui va être un des conférenciers, a trouvé il y a 2 ans qu'il n'y avait que 2 villes parmi les 60 plus grandes villes au monde qui avaient cette inversion-là, Montréal et Manchester en Angleterre. Mais les voies du renouvellement de la base économique sont connues. Ville de talent et de création, et ça pour des raisons structurelles aussi, Montréal doit s'impliquer encore plus dans la nouvelle économie pour attirer les créateurs et les gens de savoir et conserver ces jeunes diplômés. Montréal doit miser sur ses différences, nos valeurs collectives, notre tolérance et notre diversité. Montréal doit aussi être un terreau plus fertile pour les entreprises créatrices. Elle doit offrir un milieu propice à leur croissance et développer ainsi plus de grandes entreprises qui ont leur siège social. Et autour de ces sièges sociaux-là, entretenir une industrie de services aux entreprises, un rouage essentiel dans la dynamique de croissance d'une économie urbaine et des activités qui peuplent à toute fin pratique tous ces gratte-ciels qu'on voit au cœur de toutes les grandes villes. Au-delà de l'économique, l'ambition doit aussi viser à améliorer nos infrastructures, historiquement mal entretenues. Nous voulons aussi améliorer notre gouvernance, très mal adaptée aux exigences d'aujourd'hui. Nous voulons enfin améliorer notre décision d'aménagement et d'initiative collective et leurs exécutions. Enfin, nous voulons redonner aux Montréalais une fierté collective qu'ils ont perdue au fil des ans, non pas nécessairement avec un grand projet unique comme a été l'Expo 67, mais par un sentiment généralisé qu'on fait ici à Montréal de grandes et belles choses qui placent cette ville au diapason des grandes villes mondiales. Cette vision, on la retrouve en quelque sorte en filigrane dans le projet autour de ces 3 thèmes, vivre et grandir à Montréal, travailler et étudier à Montréal et l'aménagement. L'intention du plan est très claire. Reconstruire Montréal selon les principes du développement durable et faire de Montréal une ville contemporaine, inclusive et dynamique. Mais l'ambition doit toutefois être plus forte que celle qui est exprimée dans le plan. Comme elle l'est dans le plan de développement économique de la communauté métropolitaine de Montréal, et comme elle l'est dans la déclaration du sommet sur la culture. Placer Montréal parmi les grandes métropoles mondiales, faire de Montréal un objet d'envie planétaire, comme le fut par exemple l'Expo 67. 2 aspects de cette vision méritent d'être explicités dans le contexte de la réflexion sur le plan de développement. Les relations entre la ville de Montréal et le reste de sa région métropolitaine, très peu évoqué dans le plan, et le rôle de l'aménagement dans la stratégie économique, et plus spécifiquement la mise en valeur de l'intégration fonctionnelle habitation, travail, commerce, loisirs, une des forces actuelles de Montréal, qui rejoint l'une des tendances lourdes qui façonnent la ville du 21e siècle et son économie immatérielle. Le futur de Montréal ne peut se concevoir en isolation de celui de sa périphérie métropolitaine. La ville représente aujourd'hui, la ville elle-même, 45 % de la population, l'île, 51 %. Mais de par ses rôles et fonctions, la ville de Montréal ne peut être dissociée de cette fonction-là dont elle assume le leadership sur le plan civique, sur le plan des affaires, sur le plan économique, sur le plan culturel. En particulier, son centre-ville est une fonction métropolitaine. Façonner le futur de Montréal exige une impulsion de Montréal sur le développement métropolitain. Le projet est relativement silencieux sur ce plan et n'aborde pas véritablement les grands enjeux qui lui sont liés. J'illustrerai mes propos en parlant de 2 questions. Le logement pour jeunes familles et le transport public. De la perspective d'une famille, et surtout d'une jeune famille, les frontières municipales sont beaucoup moins importantes que la nature des quartiers et les axes de transport. Aux quartiers sont associés les types de maisons et leurs prix moyens.
Les villes-centres ont subi et subissent encore la forte concurrence de la périphérie pour attirer les jeunes familles. Et Montréal ne fait pas exception. La problématique est bien connue. Le prix des terrains, et le prix des maisons que l'on construit sur ces terrains, surtout s'il leur faut ajouter la cour des enfants, sont inversement proportionnels à la proximité du centre-ville dans à peu près toutes les villes. Pour de jeunes parents qui commencent leur carrière professionnelle, et la cour des enfants et l'argent sont des préoccupations majeures. Depuis plusieurs décennies, la Ville de Montréal cherche à attirer sur son territoire de jeunes familles par des mesures visant la construction d'habitations familiales à prix abordables et par des programmes de réduction sélective de taxes. Le projet de plan reprend d'ailleurs cette démarche traditionnelle. Mais la périphérie habitée continue de s'étendre, comme les prévisions démographiques de l'Institut de statistique du Québec indiquent, avec la périphérie prenant à peu près 60 à 65 des gains de population des prochains jusqu'en 2030. Pourtant, le bâti actuel de Montréal inclut un parc important de maisons familiales où il n'y a plus d'enfants et dont les occupants envisagent de déménager dans des condos urbains, un segment de marché où la ville centrale a beaucoup plus d'avantages comparatifs que pour la maison familiale. Alors, et le prix du terrain dans des condos étant beaucoup moins important. Pourrait-on imaginer une politique d'habitation pour jeunes familles qui viserait non pas la construction de nouvelles maisons sur des terrains qui coûtent cher à Montréal, mais qui viserait plutôt le recyclage de ce bâti actuel par l'élimination de taxes de transfert et l'étalement de taxes foncières pour les jeunes familles? Ou doit-on simplement reconnaître les avantages comparatifs de la ville-centre auprès des ménages ayant déjà accumulé un patrimoine domiciliaire et laisser les jeunes acheter leur première maison et leur petite cour en périphérie au risque d'accepter l'étalement urbain? C'est un choix métropolitain, c'est un choix de politique familiale. Où veut-on que les jeunes familles commencent à bâtir leur patrimoine domiciliaire? Le projet pourrait proposer des pistes sur ce plan, ou le plan pourrait proposer des pistes sur cette question. Face au vieillissement de la population et à l'explosion du marché des condos dans la ville-centre, le plan de développement devrait explorer plus à fond la dimension de la distribution spatiale de l'habitation sur le territoire métropolitain, de même que l'évolution de l'occupation du bâti et identifier les segments et stratégies de marché que Montréal devrait prioriser et ou proposer des choix. Les questions à fouiller plus à fond ont trait aux segments de nouvelles habitations que l'on veut construire à Montréal et aux segments de ménages où la Ville de Montréal a des avantages comparatifs et l'optimisation de l'utilisation du parc actuel de maisons et de logements par des mesures appropriées visant une plus grande mobilité de certains segments qui pourraient aller vers du condo et libérer du bâti qui est très adapté aux familles. Le transport public, maintenant, est une composante essentielle d'une grande ville. Il ne peut être pleinement abordé que d'une perspective métropolitaine. Depuis 50 ans, avec le réseau du métro et par la suite les trains de banlieue, Montréal s'est doté d'un réseau axial fort complet, convergent vers le centre-ville où travaille 17 de la main-d'œuvre de la région. Ces grandes lignes sont bien complétées à Montréal par le réseau plus capillaire d'autobus et plus récemment par le réseau de pistes cyclables du système Bixi, très efficace 6 mois par année. Ce réseau axial est l'un des grands atouts de Montréal et de sa région, et nous devons l'exploiter. Par ailleurs, on peut déplorer le manque de connexion en boucle, un aspect très particulier de Montréal, bien illustré, par exemple, par la brèche d'1 kilomètre entre le métro Saint-Michel et le boulevard P9, où il va y avoir éventuellement une
une ligne d'autobus à haute densité. Et on peut aussi l'illustrer par les incompréhensibles délais du SRB sur le boulevard Pineuf. L'axialité de notre réseau dessert bien la région, mais rend beaucoup plus difficile les déplacements en diagonale dans la région. Si vous êtes dans l'Est, allez à Laval et se fait beaucoup plus facilement en voiture qu'avec le transport public. Il reste des enjeux importants de transport public au-delà de la boucle, là, ou des bouclages à Montréal, qui nécessitent plus grande réflexion et devraient être abordés dans le plan. La récente décision de l'autoroute 19 illustre très bien l'incohérence des priorités entre les infrastructures routières en périphérie et les infrastructures de transport collectif, surtout dans la ville-centre. Mais rien n'illustre mieux les carences de la réflexion sur le transport public que le projet de SLR sur le prochain pont Champlain et les acclamations qui l'ont accueilli. Le tableau derrière moi illustre schématiquement les liens de la rive sud avec le centre-ville, qui se font principalement dans le transport public par des autobus et métrobus qui empruntent soit le pont Champlain ou qui partent de la station du métro Longueuil. Le gouvernement provincial propose de construire un système léger sur rail entre la station Lucien-Lallier et le centre commercial 10-30 pour un investissement qui dépassera vraisemblablement 2 milliards si on se fie aux expériences récentes des trains de banlieue. Les estimés initiaux augmentent facilement de 50 en l'espace de quelques années durant le stade de planification. Pour probablement moins de la moitié de cette somme et 2 fois plus rapidement, un système rapide de bus hybride pourrait être mis en place. Il faudrait analyser cette option car au-delà des avantages marqués de coût et de temps de réalisation, il y a beaucoup d'éléments qui interpellent le centre-ville dans cette liaison entre le centre-ville et la rive sud. Sur le tableau derrière moi, vous voyez la configuration schématique des déplacements actuels entre le centre-ville et la rive sud par les grandes ligues publiques, à partir des 2 têtes de pont. On y remarque un essaimage géographique par des lignes directes empruntant les autoroutes et les grands boulevards de la rive sud, avec quelques parcs de stationnement incitatifs de moyenne taille. Le projet du SRL veut déplacer la tête de pont aux environs du centre commercial 10-30, ajoutant le SRL comme mode obligatoire de transbordement pour tous ceux qui sont sur la rive sud. Cette intermédiation n'est pas nécessaire. Des bus rapides appropriés pourraient non seulement assurer le même débit à l'heure sur le pont Champlain, entre 25 000 et 30 000 passagers à l'heure au maximum, et sans transbordement, SME partout sur la rive sud, et du côté de Montréal, les bus pourraient aussi se rendre directement à plusieurs points, la gare actuelle, la station Lucien-Lallier, le Palais des Congrès, et ainsi de suite. Mais derrière le SRL, il y a aussi un lien direct entre le centre-ville de Montréal et un centre commercial régional qui a des prétentions métropolitaines qui vont bien au-delà de l'activité commerciale. De plus, pour ceux qui sont familiers avec la rive sud, comme le territoire au sud du 10-30 n'est pas encore développé, la création de ce lien direct ouvrirait une nouvelle frontière d'étalement urbain, au-delà, encore là, au détriment de la centralité de la région. On peut se demander s'il est dans l'intérêt des Montréalais de cautionner un tel investissement de 2 milliards de dollars qui donne un sérieux coup d'accélérateur à l'étalement urbain et qui contribuera à affaiblir significativement son centre-ville et particulièrement la rue Sainte-Catherine, notre rue commerciale et les salles de spectacle. Construire aujourd'hui un SRL pourrait s'avérer pour la ville de demain ce que l'échangeur Turcot fut pour la ville d'aujourd'hui, une formule dépassée
et au fil des ans dysfonctionnels. La technologie des bus rapides a fait d'immenses progrès depuis 10 ans et continuera de progresser pour les prochains 10 ans avec la conduite automatisée, l'alimentation électrique par biberonnage et surtout la très grande flexibilité de desserte de ce mode de transport. Des atouts qui en font actuellement le mode de transport public à haute densité avec la plus forte croissance, et ce, à travers le monde. Vous allez en Chine, vous allez en Amérique du Sud, vous allez dans les grandes villes des pays en voie de développement. Les infrastructures qu'on construit sont des SRB. Comme on peut l'observer actuellement, particulièrement dans les grandes villes d'Amérique du Sud, le SRB s'établit comme la voie de l'avenir, alliant capacité et flexibilité et permettant à chaque extrémité une plus grande capillarité essentielle dans des zones urbaines déjà bâties, et ceci sans transbordement. Or, autant du côté de Montréal que du côté de la Rive-Sud, le gros des usagers vivent déjà dans du déjà bâti. Il ne faudrait pas succomber au charme des promoteurs immobiliers dont la mission est toujours d'étendre l'aire occupé et d'étaler encore plus le bâti. Quoi qu'on en dise, un nouveau secteur TOD au sud du 10-30 sera de l'étalement urbain, d'autant plus pernicieux qu'il vient saigner la vocation commerciale du centre-ville de Montréal. Le plan directeur est peu loquace sur les moyens pour assurer la bonne santé du centre-ville de Montréal comme carrefour commercial et de loisirs. Mais l'on sait que tout n'est pas rose. La rue Sainte-Catherine se cherche actuellement. Les salles de spectacle s'inquiètent beaucoup de l'éclatement de l'offre. Alors que la Ville vient de dépenser des centaines de millions pour aménager le quartier des spectacles et le quartier international, il y aurait lieu de réfléchir à la pertinence de favoriser un appendice sur la Rive-Sud avec l'argent des contribuables. Par ailleurs, le Mont-Royal est appelé à être au cœur d'une vaste restructuration dans les prochaines années, avec le retrait des institutions hospitalières sur son côté sud, qui libérera près de 1,5 million de pieds carrés de bâtis, c'est-à-dire plus que la place Ville-Marie, plus le 1 de la place Ville-Marie, qui devront être en partie recyclés et probablement en partie démolis. Un important débat aura lieu, d'autant plus important que plusieurs centaines de millions de dollars en investissement seront en cause, les infrastructures actuelles de toutes ces institutions hospitalières étant, comme beaucoup d'autres infrastructures à Montréal, désuètes. Le Mont-Royal appartient à toute la communauté, mais la Ville de Montréal en est le fiduciaire. Le plan devrait clairement établir les principes qui guident la Ville face à la montagne. Parlons maintenant de l'économie de Montréal. Le plan de développement doit intégrer un volet économique et plus spécifiquement, il doit aller au-delà des considérations d'aménagement qu'on y retrouve actuellement. Montréal est aux prises avec un problème économique structurel, affaibli par le départ des sièges sociaux et par une saignée de sa communauté anglophone qui a duré jusque vers 2000, elle s'est retrouvée avec une base économique beaucoup trop faible pour sa population, qui se reflète dans de nombreux indicateurs, indices de pauvreté, revenus moyens, croissance du PIB, etc. Par rapport à Toronto, Montréal a pris en 30 ans un retard significatif. Son taux de chômage, comme je disais, est plus élevé que le reste de la province, une anomalie structurelle très rare. Montréal doit renforcer et faire croître sa base économique. Divers exercices ont été faits dans les dernières années sur des stratégies en ce sens. Et on retrouve une grande convergence entre ce que propose la communauté métropolitaine, la Chambre de commerce et Montréal International, entre autres. Ces stratégies peuvent typiquement se décomposer autour de 3 axes. D'abord, le capital humain. Sur ce premier axe, les universités et les collèges responsables de la formation et de la recherche et les gouvernements de paliers supérieurs responsables de l'immigration et de l'intégration des immigrants ont des agendas très développés actuellement. Le palier municipal peut aussi faire de Montréal une ville beaucoup plus attrayante
pour le capital humain de haut niveau, des gens très mobiles et de plus en plus mobiles internationalement, et ce sont ces cerveaux qui sont devenus les actifs principaux des entreprises de nos jours. Montréal, la ville de Montréal doit s'assurer qu'il y a un milieu de vie pour que cette main-d'œuvre très mobile là, choisisse de venir et de demeurer à Montréal. Montréal a de nombreux atouts sur le plan de la qualité de vie, comme Mme Roy en faisait état. Vitalité et diversité culturelle, tolérance, sécurité physique, animation des rues, un centre-ville exceptionnel en été, proximité des lieux de vigiliature. Un autre atout de Montréal est la mixité de son tissu urbain et son intégration multifonctionnelle, plaçant Montréal, comme je disais plus tôt, à l'avant-garde d'une tendance lourde, du moins en Amérique du Nord, alors que le milieu de travail que le travail se dématérialise, on ne fabrique plus, on ne produit plus de la valeur nécessairement dans des usines, ça se fait dans des bureaux, ça peut se faire dans des sous-sols, ça peut se faire de façon éclatée, virtuelle. Donc, on peut mélanger les fonctions dans une ville pour mettre le travail beaucoup plus à proximité des gens. Montréal doit non seulement protéger, voire accentuer cette mixité, mais il doit s'assurer qu'il conserve des espaces de travail disponibles à bon prix dans tous les quartiers de la ville. Il y a eu d'ailleurs beaucoup d'initiatives en ce sens. Des quartiers comme le Mile End, Sud-Ouest, Chabanel, pour n'en nommer que 3, peuvent jouer un rôle important pour des entrepreneurs de la nouvelle économie dans la mesure où l'on y maintient des espaces de travail beaux, bons et pas chers, où des entreprises de la nouvelle économie pourront essaimer. Jane Jacobs a d'ailleurs écrit des choses très intéressantes sur ces environnements urbains créatifs. Montréal pourrait s'en inspirer. Le projet du plan aborde évidemment cette question, mais on pourrait y mettre plus d'emphase. Un dernier point sur le capital humain, la langue. Elle est un important facteur de différenciation pour Montréal avec des éléments positifs, mais aussi avec des éléments négatifs. Pour le talent étranger, composé avec le statut francophone de ville francophone en Amérique du Nord, lui impose des contraintes importantes qui doivent être identifiées explicitement et surtout bien gérées, bien que cette dernière responsabilité soit principalement du ressort du gouvernement du Québec. La ville de Montréal ne peut y être indifférente, car c'est la ville de Montréal qui est touchée lorsqu'on fait de la législation linguistique. C'est nous qui y touchons. C'est nous qui connaissons la mixité de notre milieu urbain. C'est un peu à nous de dire ou de demander à Québec, voici comment on veut gérer ces équilibres, ces inévitables interfaces. Il n'y a pas beaucoup de villes bilingues au monde. Il n'y a pas beaucoup de villes bilingues au monde. Et probablement que Montréal est la ville bilingue qui fonctionne le mieux, avec peut-être Barcelone. Vous allez à Bruxelles, vous allez à Tel Aviv, même à Miami. Il faut regarder les grandes villes bilingues. Montréal est celle qui fonctionne le mieux. Mais on a un défi économique, c'est de maintenir cet équilibre-là. Et ça devrait être les gens de Montréal qui ont le premier et le dernier mot sur ce que devrait être linguistiquement Montréal. Le deuxième axe de revitalisation est de créer à Montréal la revitalisation de la base économique, et c'est d'avoir plus d'entreprises dynamiques. Et en particulier, ce qu'on fait à Montréal, on a retenu une stratégie de grappe, et par l'entrepreneuriat, une stratégie d'entrepreneuriat qui est aussi souvent au sein des grappes. Une infrastructure d'animation existe déjà en place à Montréal pour les grappes, sous la coordination de Montréal International. Du palier municipal, ce que les entreprises attendent, c'est une ville efficace et fonctionnelle qui sert à répondre à des besoins d'affaires de proximité, transport public, accessibilité à l'aéroport, services municipaux efficaces. Pour la livraison de ces services, ces infrastructures, Montréal est actuellement une ville mal organisée et cela paraît beaucoup de la navette aéroportuaire qui ne vient jamais à l'entretien des rues. De plus, au fil des ans, Montréal a rechigné, en fait, chroniquement, systématiquement, sur l'entretien
Et nos infrastructures sont devenues de plus en plus fragiles. L'échangeur Turco, qui doit continuellement, depuis 4-5 ans, être entretenu juste pour les 3-4 prochaines années, on va le mettre par terre. Et actuellement, là, sur l'échangeur Turco, il y a 2 voies qui sont fermées pour l'été. Pourquoi? Parce qu'on les répare pour qu'ils restent fonctionnels pendant 2 ou 3 ans. Et on va les remettre par terre de nouveau. Et vous regardez le métro. Encore là, le métro, ce n'est pas le problème de la STM, les pannes de métro, c'est les problèmes d'entretien qui remontent à 30 ans ou à 40 ans de négligence de la part du système, pour être poli, qui n'a pas investi dans l'entretien les montants suffisants. Dans un sens, l'agenda municipal du plan de développement sur cette dimension est relativement clair. Relever le niveau de qualité et la qualité des services publics et ses infrastructures de services sur son territoire et surtout y maintenir un niveau d'entretien adéquat. Dans un contexte où les grandes villes sont de plus en plus les moteurs de l'économie mondiale, les autorités municipales ont aussi un rôle de leadership à jouer dans leur positionnement respectif. Un rôle qui était traditionnellement joué par les gouvernements de paliers supérieurs. Ce rôle, qui incombe de plus en plus aux grandes villes, va bien au-delà de la représentation, car il implique le façonnement d'une identité mondiale qui devient un point de repère pour les entreprises d'ici et d'ailleurs dans leurs déploiements internationaux. Tout comme Paris, New York, Shanghai, Toronto, Munich, qui ont tous des positionnements très clairs de grandes villes, des positionnements qui projettent leurs ambitions et leurs forces, Montréal se doit se doter d'un positionnement crédible et visible à l'échelle planétaire pour communiquer ses atouts aux grands acteurs économiques mondiaux. Ce rôle revient naturellement à la communauté métropolitaine de Montréal et à Montréal International, mais il doit être impulsé par la Ville de Montréal et par son leader emblématique, le maire de Montréal. Il est d'ailleurs ironique et affligeant que la CMM continue de présenter notre ville à l'échelle planétaire sous le nom de Communauté métropolitaine de Montréal, alors que pour 99,9% des étrangers, Montréal, c'est simplement Montréal. Un peu comme si New York, on commençait à s'appeler « Nous sommes la Communauté métropolitaine de New York ». Il faut que la région assume Montréal, assume l'identité de Montréal. Le dernier axe de revitalisation économique que l'on retrouve dans les stratégies Montréal est constitué de projets moteurs. Montréal ne manque pas de grands projets. En 2010, notre comité de la Chambre de commerce en avait recensé une 50aine. De grands projets moteurs réalisés, il y en a toutefois beaucoup moins. Les véritables projets moteurs, d'ailleurs, sont souvent privés. Depuis 20 ans, Montréal a su développer une industrie du jeu informatique et une industrie des arts de la scène. Les 2 seules nouvelles industries qu'on a réussi à développer à Montréal. Et ça nous a donné Moment Factory au Cirque du Soleil, les grands festivals, Ubisoft qui a plusieurs milliers de personnes à Montréal et les grands jeux informatiques que les jeunes à travers le monde jouent sont généralement conçus, une bonne partie, le tiers, sont conçus à Montréal. Dans l'immobilier, Griffith Town et la reprise de la construction de bureaux à Montréal après une longue disette se démarquent aussi. Il y a eu beaucoup plus de grands projets publics, allant des 3 grands hôpitaux, au train de l'Est, en passant par le quartier des spectacles et dans les cartons, le nouveau pont Champlain. Mais au-delà de l'impact keynésien, c'est-à-dire l'augmentation, la stimulation de la demande de ces grands projets publics, on peut se questionner sur leur portée structurelle sur l'économie de Montréal. Ce ne seront pas ces grands projets-là qui vont... Peut-être que la ville va mieux fonctionner, mais ce n'est pas ces grands projets-là publics qui vont changer la ville. Ces 3 grands axes, capital humain, dynamisme des entreprises et projets moteurs, ne saisissent peut-être pas complètement l'ensemble des propositions stratégiques qui façonneront le Montréal de demain. La dimension culturelle n'y est pas. Et c'est une dimension très importante. Parce que Montréal a des atouts fondamentaux, structurels sur le plan de la création. Le fait qu'on soit une ville francophone en Amérique du Nord fait qu'on est à la fois une ville américaine et une ville qui n'est pas américaine, laissant de la place pour des courants d'idées
qui se rencontrent à Montréal, qui ne se rencontrent pas nulle part ailleurs en Amérique du Nord, qui exposent nos jeunes créateurs à beaucoup d'influence. Deuxièmement, Montréal permet d'attirer du capital humain et avec sa plus basse mobilité du capital humain, les conserver à Montréal. Lorsqu'on s'installe à Montréal, on tend à rester à Montréal. Un des trucs que je fais beaucoup dans mes conférences, je demande toujours aux gens de lever leurs mains, ceux qui ont passé plus de 10 ans de leur vie à l'extérieur de Montréal, dans cette salle. Il y en a peut-être... bon, si je faisais ça à Los Angeles ou à Toronto, les 3/4 des gens relevaient leurs mains. Montréal accumule du capital. Il faut qu'on stimule ce capital-là. Et ce que fait Montréal Métropole culturelle, c'est de stimuler les aspects créatifs de Montréal, de créer une vie stimulante. Et c'est un agenda que j'appellerai d'infrastructure qui est très complémentaire avec l'agenda économique qu'on va avoir pour Montréal. Parce que le futur de Montréal va se passer par la créativité. Le volet culturel aura donc un impact déterminant sur ce que sera Montréal 2025. La vitalité culturelle constitue une grande partie de notre image à l'international. La ville a un rôle important à jouer sur ce plan, autant par l'accueil des manifestations que par le développement des infrastructures. À cet égard, on peut dénoter les carences de l'implication financière de la ville. Non seulement sommes-nous loin du 1%, mais comparativement à des villes qui ont souffert de grands succès de l'intégration du volet culturel dans leur développement, et je pense surtout aux villes européennes, telles Barcelone et Paris, l'engagement financier de Montréal fait pied de figure. De la volonté à la réalisation à Montréal, il y a souvent des grands écarts. Le service de SRB fut amorcé sur le boulevard P9 en 1990. Il a été interrompu en 2002 suite à une série d'accidents mortels, les autobus voyageant à contresens. Depuis 2002, des discussions se continuent pour développer un service plus adéquat, la liaison desservant 65 000 personnes dans un axe nord-sud. En 2009, on a annoncé un nouveau SRB en grande pompe, ministère du Transport, maire de Montréal, maire de Laval, les maires de 4 arrondissements, le président de la Société de transport de Montréal, le président de l'AMT. Là, on apprend aujourd'hui que le projet de SRB ne sera pas concrétisé, ne fonctionnera pas avant 2021. En Amérique du Sud, il y a beaucoup de projets de SRB qui se construisent. Ça prend en général 2 à 3 ans mettre ça sur pied. À Montréal, je ne sais plus l'année de départ, si c'est 1990, 2000 ou 2011. Mais ce qui est peut-être le plus ironique, c'est qu'on a annoncé hier la fameuse autoroute 19 et probablement que l'autoroute 19, qui coûte plus cher que le SRB, qui dessert 3 fois moins de monde, va être construit et dans le même axe du boulevard P9, va être ouvert probablement avant le SRB. Et ça illustre très bien les difficultés de réalisation de projets publics que nous avons à Montréal. La semaine dernière, parce qu'il manquait 3 votes pour atteindre une majorité des 2/3, le Conseil de ville a renvoyé aux arrondissements la responsabilité du recrutement du personnel, ce qui n'augure pas bien pour une politique de main-d'œuvre dans la 2e municipalité du Canada, le recrutement étant maintenant fractionné entre 20 services de personnel. C'est typiquement montréalais. Nous pouvons développer de beaux plans, mais ce sera en vain si nous n'améliorons pas les capacités de décision et de réalisation à Montréal. Les carences de dépenses de maintenance de nos grandes infrastructures sont pas liées à une absence de fonds. On investit des milliards à chaque décennie, mais sont tributaires des priorités conflictuelles des décideurs publics qui, pris en plusieurs de ces priorités-là, ont choisi les priorités plus intéressantes politiquement et généralement, la maintenance n'y est pas. C'est ainsi qu'on s'est retrouvé avec des centres, beaucoup de centres communautaires de quartier, mais un métro mal entretenu. Le financement du SRB par Québec illustre une autre carence. Dans l'entente de 2009 pour le CRB de P9, Laval a obtenu 120 millions de dollars pour desservir 5 000 personnes.
Montréal a obtenu 160 millions pour en desservir 65 000. C'est encore une illustration des priorités réelles que l'on voit dans les décisions qui sont prises dans la région de Montréal. Dans notre rapport de 2010 de la Chambre de commerce, nous recommandions un renforcement de la ville-centre et une simplification de la Charte de la ville. Le rapport Léonard, déposé il y a quelques semaines, allait dans le même sens. Je ne crois pas que aujourd'hui soit le forum pour discuter des amendements qui reviennent régulièrement parmi les recommandations de ceux qui amènent la question. L'essentiel, c'est qu'il faut renforcer les mécanismes de décision et les situer au bon palier. Ce qui touche la proximité au palier des arrondissements, ce qui touche le bien collectif, le bien commun, clairement au niveau de la ville, sans imposer un compromis avec chacun des arrondissements. Il faut qu'on retrouve l'intérêt collectif à Montréal pour les décisions d'intérêt collectif. Ce constat n'est pas original. La démarche des fusions à Montréal s'est terminée par des compromis négociés à la hâte et dont plusieurs à l'expérience s'avèrent dysfonctionnels. Des corrections s'imposent. Pour y arriver, il ne faut pas répéter l'expérience des fusions et imposer des demi-solutions. Un bon dialogue s'impose sur la base d'analyses factuelles de l'expérience des 5 dernières années et d'un bon diagnostic du fonctionnement actuel. De ce dialogue émergeront des pistes d'amélioration, des décisions devront être prises le plus consensuellement possible, mais non pas en acceptant un dénominateur commun trop bas, comme c'est le cas actuellement. Ces décisions devraient viser à améliorer la prise de décision, accélérer la réalisation de projets et situer les décisions au bon niveau, afin qu'elles reflètent les intérêts collectifs plutôt que des intérêts particuliers. Ceci m'amène en conclusion à la question du leadership. Je n'annoncerai pas que je vois comme maire. Là, au contraire, j'ai appris ça dans les journaux vendredi, comme vous autres. Là, et depuis ce temps-là, mon téléphone sonne, mais il n'y a absolument rien là, de développement à ce niveau-là. C'est un lieu commun de faire reposer la réalisation des projets sur la présence de leadership. Mais Montréal vit actuellement une situation de crise qui ne se dénouera que par une impulsion critique qui amènera tous les acteurs du milieu à placer l'intérêt collectif au-dessus de leurs intérêts immédiats, ce qui devrait se traduire par des solutions gagnant-gagnant. Sur plusieurs grands dossiers, les structures internes, les grands choix de transport, le rôle de fonctionnement de la communauté métropolitaine, les équilibres linguistiques, les acteurs au sein de la société montréalaise sont pris avec ce qu'on appelle un dilemme de prisonnier. Chacun peut bien s'en tirer avec des initiatives locales ou individuelles, mais la coopération, toujours plus difficile lorsque les intérêts ne sont pas tous les mêmes, est beaucoup plus payante pour tous. Le leader, et ce leadership-là qu'on doit avoir au niveau de la ville, doit amener tous et chacun à vouloir coopérer dans des projets communs, dans des projets collectifs. Ce leadership s'exprime à plusieurs niveaux, au niveau de la ville, au niveau de la région métropolitaine, au niveau de Québec, et ça sur 2 plans. Montréal doit mieux se faire entendre à Québec, et Montréal, dans le Québec, doit jouer son véritable rôle de locomotive, de métropole pour le Québec. Ce leadership doit aussi se trouver dans l'ambition qui va être dans le plan de développement. Et s'il y a une grande recommandation que j'aurai à faire en terminant pour l'amélioration du plan, c'est d'y mettre plus d'ambition et d'élargir le périmètre du plan à l'ensemble des grandes variables qui façonnent une grande ville, la grande ville que nous voulons avoir. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, M. Côté. Je pourrais prendre quelques questions, s'il y en a qui en ont. Est-ce qu'il y a 2 micros? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut relancer M. Côté sur l'une ou l'autre de ces... Venez, monsieur. Il y a un micro qui est là-bas. Oh, peut-être qu'on pourrait l'approcher. Allez. Vous voulez bien vous identifier, s'il vous plaît? Non, laissez-le là. My name's Robert Hadgley. I want to just question you about the railway to 1030.
Are you against any railway or just a railway to 1030? No, I mean, if we have the right-of-way, in many cities we have right-of-way, railways is fine. The problem with a railway is the lack of flexibility. Now, if we have a railway, for example, what we did in Montreal, from the downtown to the West Island, from downtown to the north, using old right-of-way, this is fine. But the problem is that if you want to serve the South Shore, no railways really does the job except if you want to increase l'étalement urbain. It's much better to have something which, as soon as you cross the river, you go in all directions. If you look at the South Shore, it's a long ribbon along the St. Lawrence. And except where the railway goes, and it goes way up to Saint-Hilaire, and then you have a peak of a populated area. But the South Shore, the 1030 is not the right place for a railway. It's way better to have just automated bus. I mean, and the bus technology is unknown in Montreal. We don't know what because we're not investing in new bus, but you have to go in South America and in China, and you'll see what they do with buses now. And in 10 years from now, it'll be automated. Most of the driving will become automated as soon as you get on the bridge, and you'll get the density, probably as much density that you can get at a train. The train, why you get more density on the trains? Because you have less flexibility. You have these long trains. What does it mean, a long train at 11:30 at night? There's a train every hour, which means all the connection at the other end have to be also connected to that train that comes only 1 hour. When you start assessing this on flexibility, you realize one thing. You know why the car is winning. Because the car is the ultimate flexible thing. And if we put rigid stuff, people will still driving. We'll keep on driving. So that's my point on the train. Thank you. Merci beaucoup, monsieur. Oui, monsieur Bichelet. Oui, bonjour. Est-ce que ça marche? Oui. Oui, Voilà, ça marche un bon cornet au chocolat. Oui, Vous voilà. vous nommez, s'il vous plaît? Pierre Brisset, du groupe en recherche urbaine. Ce que je remarque, c'est qu'on a peu compréhension de ce que veut dire les grands projets en termes de remplacement des infrastructures. On parle toujours de Turcot, Turcot, Turcot. Tout le monde casse les oreilles avec Turcot. Mais on ne réalise pas, dans le projet Turcot, on parle de la reconstruction de Ville-Marie qui n'est pas Turcot. Et puis la reconstruction de Ville-Marie va retarder de 3 ans le remplacement de l'échangeur parce qu'il faut créer une déviation jusqu'à la rue Atwater. Et puis ça, c'est une autoroute, une demi-autoroute qu'il faut construire jusqu'à la rue Atwater. Si on se concentrait sur Turcot, déjà, 1/3 de la structure s'est déjà enlevé pour permettre le remplacement plus facile. C'est la compréhension des projets. Par exemple, dans Turcot aussi, on parle d'une ligne SRB. Mais cette ligne-là d'SRB, dans le plein milieu de la Vigne, ne sera pas fonctionnelle tant aussi longtemps que l'échangeur Ville-Saint-Pierre, qui ne fait même pas partie du projet Turcot, soit fait. Et le pont Champlain, rapidement, je vais en tenir. Personne ne comprend que le pont Champlain, 80% de la structure est en bon état. Le pont, ça serait beaucoup plus facile, puis il y a plusieurs firmes d'ingénieurs qui ont étudié ça. Le problème, c'est qu'essayer de tenir des encyclopédies au bout des bras pendant 3 heures de temps, comme on l'a fait au couvent en pénitence. Si on mettait des béquilles en dessous, le pont tiendrait. Ben, c'est le problème du pont Champlain. Mettez donc des béquilles en dessous des bouts des piliers en forme de T. Et c'est toutes ces affaires-là, la compréhension de l'envergure. Il y a 62 structures à remplacer à Montréal. Est-ce qu'on ne peut pas faire un triage là-dedans, puis sélectionner, faire un inventaire de ce qui est stratégique et ce qui ne l'est pas? À chacun son métier, puis je ne m'embarquerai pas dans les problèmes de construction d'infrastructures, vous êtes probablement plus qualifié que moi. Le problème de Turcot, c'est que lorsqu'on l'a construit en 1970, on a d'une part pensé qu'on l'entretiendrait, ce qu'on n'a jamais bien fait. Puis, vous vous souvenez d'ailleurs, quand c'était construit, il y avait tout, c'était beau, des lumières partout. Hein, la chaussée était illuminée. Mais la deuxième chose, on n'a jamais pensé au transport en commun. On n'a jamais pensé au transport en commun lorsqu'on a fait Turcot. Et ça nous donne le problème qu'on a eu actuellement, jusqu'à temps qu'on ait les trains qui fonctionnent vers l'ouest, les trains qui ont coûté quand même cher, puisque ce n'est même pas des solutions idéales. Turcot nous a imposé une solution, nous a imposé en quelque sorte l'automobile. Mais comme je vous l'ai dit, Ville-Marie n'est pas Turcot parce que ça a été construit plus tard. Ça a été construit en 72. Est-ce que vous avez une opinion sur le choix comme il y a plusieurs infrastructures dont il faut faire la réflexion? Non, il va falloir les faire en même temps. On oublie là que
on n'investit pas beaucoup dans notre transport. La Ville de Montréal a un PIB, ou la région métropolitaine, disons, de l'ordre de 150 milliards par année. 150 milliards, normalement, une région ou une économie investit entre 15 et 20 de son PIB. Ça veut dire qu'on investit à Montréal 25 à 30 milliards par année. Par année. D'investir sur Turcot 5 milliards sur une période de 7-8 ans, c'est rien pour une infrastructure assez critique. La même chose pour le SRB, la même chose pour le pont Champlain. Les investissements en transport, si j'exclus Turcot, dans la grande région de Montréal sont de l'ordre de 10 milliards sur 10 ans. Ça voudrait dire qu'on bouclerait, entre autres, le métro. Il faut vraiment que dans l'est de la ville, il faut boucler, en quelque sorte, le métro, parce qu'on impose à tout le monde de venir au centre-ville, puis là, on se rend compte, quelqu'un l'a finalement dit, la station Berry de Montigny est plus capable de prendre le trafic. Tout converge vers Berry de Montigny. Je ne connais pas de grandes villes qui ont un point de convergence aussi fort que Berry de Montigny. C'était peut-être bon en 1962, 1963, lorsqu'on l'a conçu, mais aujourd'hui, c'est trop. Il faut qu'on fasse des boucles. Tout ça, ça se fait avec 10 milliards. La même chose, on pourrait faire sur la Rive-Sud des boucles. Quoique, si on écoute les maires, là, ils vont nous amener des grands axes. Ils vont monter ça vers les champs, parce que les champs, c'est de la construction, puis c'est des taxes foncières. Puis il n'y a rien qu'un maire de banlieue est mieux que des taxes foncières supplémentaires. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Côté. M. Côté va rester avec nous un peu. Oui. Hein? Alors, on va s'arrêter pour une quinzaine de minutes, prendre une pause, et ensuite, on invitera nos panélistes à se joindre aux échanges.